C'est Jacques Brel qui disait, pour moi, lire, c'est comme boire ou manger. Mais ce que j'aime, moi, c'est connaître si intimement le texte, pas forcément par cœur, que quand je le relis, j'ai l'impression de le lire autant sur le papier qu'en moi. Sur les bords de la Seine, le fleuve coulait et avançait sur sa lancée. Et moi, assise sur les marches de cet amphithéâtre de verdure, j'ai confondu les élans de l'eau et les mots de Thibaut Delman. Il m'a dit « Je n'ai pas d'endroit préféré pour notre rendez-vous. La plupart du temps, j'habite la marche. » Alors je l'ai écouté, laissé ses pensées marcher auprès de moi, sous un ciel blanc d'hiver. Avant de commencer, il avait apporté une plante à la librairie pour ne pas venir les mains vides. Mais de vide, il n'y en avait pas dans cette conversation vertigineuse où j'aurais tout voulu garder. Thibaut Delman est l'auteur d'un premier roman paru l'été dernier aux éditions du Tripode, L'Entroubli. C'est un roman somptueux où la langue se déploie avec vitalité et une poésie rare. Dès la première phrase, que je connais maintenant par cœur, on sait que c'est un texte avec lequel on marchera longtemps. Il écrit « La ville est claire, ce qui sans elle serait la nuit ». Et c'est si beau que cette phrase, je l'ai relue, je l'ai dite souvent. Avec Thibaut, chaque mot compte triple, avec une précision et une douceur aux accents de poésie. Il y avait le bruit de l'eau et des bateaux qui passaient, quelques oiseaux qui venaient écouter notre conversation, et les silences dans lesquels s'engouffre un monde à découvrir. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, je vous invite à une balade avec Thibaut Delman. Je me rappelle pas bien de mes réponses. Moi, il faut que je me rappelle des questions. T'es déjà en train de... Ouais, je suis en train d'enregistrer. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est parce que des fois je chope des trucs avant que ça n'ait commencé qui me plaisent. Tu vois, je laisserais peut-être juste, viens, on va s'asseoir sur le bord de l'eau, tu vois. Ça te va ? Ça fait un peu amphi. Oui, c'est vrai. Non. Mais sauf que le prof, c'est le fleuve. Ça, on va garder. Thibaut, on se voit pour parler de lecture. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire où on est et pourquoi est-ce qu'on se voit ici ? Alors, on est près de la Seine, mais excentré. Moi qui suis parisien, je la vois rarement aussi arborée, quoi. Et on se voit ici parce que tu m'as demandé s'il y avait un lieu auquel je tenais, un lieu public ou privé dans lequel, auquel je pouvais avoir une relation sentimentale, particulière. Et j'ai cherché pendant des jours et je me suis dit que non, moi j'étais ancré nulle part en fait. Il y a pas de... Et je marche beaucoup dans les rues. Donc je t'ai dit que j'habitais la marche. Je voyais pas d'endroit particulier, vu que j'habite beaucoup en mouvement dehors, quoi, quelle que soit la saison. Donc on se retrouve là, dehors, sur une promenade. Est-ce que pour la lecture, il y a des endroits dans lesquels tu aimes particulièrement t'installer pour lire ? La lecture, moi j'ai remarqué que l'endroit où je lis le mieux, c'est le train. J'ai un casque de chantier, j'ai un casque anti-bruit qui est utilisé sur les chantiers, un très bon casque. Et donc je le mets dans le train, et là le mouvement du train fluidifie ma lecture. C'est fou, il y a nulle part où je peux lire aussi longtemps et aussi bien qu'en train. Comme si vraiment le mouvement psychique et le mouvement physique se répondaient. Tes bruits intérieurs, je sais pas si on peut le dire comme ça. Est-ce que ton état, tu vois, la façon dont tu te sens peut aussi interférer avec tes lectures ? Oui. C'est pour ça que je suis un lecteur très inconstant, parce qu'il y a des moments où moi j'arrive pas du tout à m'extraire de mes tourments ou de mes ressassements. Et donc il faut un minimum de paix pour écrire, et en même temps cette paix on l'obtient qu'à lire. Et je confonds toujours écrire et lire d'ailleurs. Les deux verbes se mettent, et c'est exactement le même rapport d'ailleurs. Ouais. Que tu as besoin, en fait, c'est-à-dire que tes tourments intérieurs peuvent t'empêcher, te détourner de la lecture, mais en même temps il n'y a que la lecture ou l'écriture qui peut te débarrasser de ces tourments intérieurs. Exactement, j'ai toujours ressenti ça. Après, je suis un lecteur tardif, j'ai lu à 26 ans, mais quand je me suis mis à écrire, je me suis mis à lire, et avidement. Quel terme définirait le mieux ton rapport à la lecture si tu devais en choisir un ? Je pense que je suis un lecteur exigeant. Et après, c'est une exigence qui débouche sur l'enthousiasme. Là, récemment, je me suis rendu compte que
je me disais, enfin, je suis difficile. Je me pensais un lecteur difficile au sens où peu de choses me parlent. Mais je suis difficile et en même temps je suis éclectique. C'est-à-dire que j'aime autant Beckett que Proust et Proust que Céline. Pour qu'un livre vraiment me parle, c'est comme une rencontre humaine, ça reste rare, quoi. Une grande amitié, mais il y en a beaucoup aussi dans la vie, ça jonche quand même une existence. Je ne juge pas, c'est pas une question de jugement, c'est vraiment une question de rencontre. Et des fois, les rencontres se font en plusieurs fois. Proust, par exemple, j'ai buté pendant des années dessus, jusqu'à miraculeusement le rencontrer, et maintenant, c'est tout naturel. Comment s'est faite la première rencontre ? Il y avait très peu de livres autour de moi. En fait, ma mère est une grande lectrice, mais c'est une lectrice très secrète. C'est-à-dire qu'elle parle beaucoup, tout le temps, de tout, sauf de ses lectures. Elle nous a pas parlé de ses lectures jamais. Même quand on lui pose des questions, elle dira oui c'est bien ou oui c'est spécial. Et elle n'ira jamais plus loin. Donc elle nous a pas donné goût à la lecture. Elle m'a donné goût à la lecture en m'apprenant vraiment à lire. Mais elle nous racontait la vie. Elle nous racontait ce qui nous arrivait, ce qui pourrait nous arriver. Pas toujours des choses très joyeuses d'ailleurs. Et c'est déjà de la littérature que de parler de la vie, quoi. Mais sinon, les livres, il n'y en avait pas chez nous. Et la plupart de mes frères non plus ne sont pas du tout des lecteurs. Après, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être aussi dû à notre quartier. Le livre n'est pas du tout au cœur du quartier HLM d'où je viens. On parle pas de livres, quoi. Moi, j'ai toujours été intimidé, jusqu'à très récemment, par les librairies. Okay. Ouais, j'avais très peur de rentrer, je me sentais illégitime. Parce que j'ai lu quand j'ai eu 26 ans, quand j'ai arrêté mes études, j'ai commencé à lire. Moi, il me tardait de me plonger dans les classiques parce que je les avais vus passer à l'école, au collège, au lycée, et j'avais trouvé ça magnifique, que ce soit Balzac, Hugo, j'avais trouvé ça, même Céline, j'avais vu passer. Je me suis jeté sur Mallarmé, qui est aussi au cœur de l'Entroubli. Quand la fleur se lève dans la classe, c'est la prof qui prononce le mot fleur dans cette classe où les gens fument du shit, où il y a du bruit, c'est chaotique, et elle fait presque taire tout le monde, simplement à dire fleur. Et elle se lève et elle écrit au tableau « Et musicalement se lève l'absente de tout bouquet ». Et ça, c'est une phrase de Mallarmé. Et ça dit que la fleur, elle est absolue, que la fleur, c'est pas une marguerite, c'est pas une rose, c'est pas un tournesol, c'est la fleur qui manquera toujours au bouquet, quoi. Et donc cette fleur absolue qui est strictement musicale, moi j'y tendais, mais depuis toujours, même pendant l'enfance, pour moi le miracle du langage, c'est de dire fleur et qu'on ait à la fois toutes les fleurs et aucune fleur qui se lève en nous. Quoi qu'on dise, arbre, fleur, voiture, on a quelque chose qui vient, en même temps qui vient pas tout à fait. C'est comme une promesse de quelque chose. Et j'avais cette tension-là, donc je me suis jeté sur Mallarmé. Et là, j'ai justement trouvé tout ce que je voulais, c'est-à-dire une langue généreuse, incompréhensible. On l'appelle le poète illisible. C'est très difficile d'expliquer ce qu'on lit ou de comprendre ce qu'on lit chez Mallarmé. Par contre, moi, j'ai tout de suite senti sa langue comme une sorte de mouvement vital. C'est un mouvement vital comme une musique, mais une musique psychique, une musique sensible. Et j'y retourne comme pour me désaltérer, quoi. Donc il y a eu Mallarmé qui restera dans ma vie, depuis il y a Anna Akhmatova qui me fait aussi cet effet-là avec une langue beaucoup plus intelligible, mais tout aussi poétique, et il y a toujours cette part de mystère tendu, quoi. Et c'est ça pour moi la poésie. Donc il y a ça, puis il y a toute la littérature classique qui là m'a donné. Ça m'a permis de me baigner dans une syntaxe illimitée, en fait. Les possibilités de la langue sont illimitées.
je sautais d'un livre à l'autre complètement, quoi. Ok. Mais vraiment avec une urgence, c'était le bonheur, quoi. Et c'était le désir de l'instant Ouais. qui te guidait vers un livre plutôt qu'un autre, etc. Parfois lire un peu, voilà, passer de Beckett à Balzac, et de Balzac à Céline, et de Céline à Duras. Après, il y a aussi, voilà, ces grandes rencontres. Duras, c'est une très grande rencontre. Pourquoi c'est une grande rencontre? Tu l'as rencontré avec quel livre d'abord? Duras avec le barrage contre le Pacifique, et après j'ai lu L'Amant, après j'ai lu La Douleur. Et c'est vrai que j'ai parfois des périodes aussi. Voilà, quand on fait une vraie rencontre, on n'a pas envie de quitter après le premier livre, on n'a pas forcément. Donc on peut faire 2 ou 3 livres pour prolonger la rencontre. Et Duras, ce que j'aime chez elle, c'est qu'il y a une sorte d'unité entre la sensibilité qu'elle a pour le langage et je dirais presque la parole chez elle. On entend presque sa voix, d'ailleurs. Et d'ailleurs, L'Amant, je crois, a été dicté. En partie, au moins, ça a été dicté. Donc il y a une relation à l'oralité qui est, pour moi, sensible, même quand on en fait la lecture muette. Et on a l'impression que cette pensée, cette histoire, cette sensibilité, ces souvenirs aussi, se déploient en direct sur la page, en nous, en elle. La relecture, c'est quelque chose que tu aimes faire? Oui, alors après je suis pas un grand relecteur non plus, parce que je suis très curieux de nouveaux textes. Mais oui, L'Amant, j'ai dû le lire 3 ou 4 fois déjà depuis 5-6 ans, quoi. Des fois c'est juste sa présence. J'aime, là je l'ai dans mon sac. Là, quand avec je toi voyage, alors j'ai pas de sac Ah, aujourd'hui, mais quand je voyage j'ai un sac à dos et j'ai L'Amant, j'ai Mallarmé qui m'accompagne partout. Mallarmé, c'est même pas une histoire de relire, c'est-à-dire que je peux prendre une page au pif, je tombe sur cette langue qui toujours me désaltère. Je sais que je peux compter sur lui, particulièrement quand je vais pas bien, je sais que, ou quand je perds un peu confiance, quand je me dis à quoi bon écrire. Je retourne dans cette écriture qui est la vie même. Pour moi, c'est un flux de vie. Et c'est évident, comme c'est Jacques Brel qui disait, pour moi lire c'est comme boire ou manger, mais ce que j'aime moi c'est connaître si intimement le texte, pas forcément par cœur, que quand je le relis j'ai l'impression de le lire autant sur le papier qu'en moi, et Mallarmé ça me fait ça. On a déjà évoqué Duras, mais donc j'ai pas vraiment répondu à la question sur mais Duras, que j'aime particulièrement, c'est un rapport à la mémoire, un rapport au vécu et un rapport au temps. Et donc c'est ce qui la met aussi avec Proust. C'est des écrivains du vécu et du temps. Et donc comment la vie se déploie dans le temps, comment la conscience. Ils ont un rapport aussi très perceptif à tout. J'ai une grande exigence sur le langage, et donc il y a une technicité qui est inhérente à la langue, qui m'importe au plus haut point, mais c'est quand même la sensibilité qui prévaut. Et que ce soit chez Duras ou chez Proust, c'est à ça que je tiens. C'est à leur rapport si singulier, en même temps si universel, à ce qui nous traverse, quoi. J'ai rencontré un poète qui a écrit, qui s'appelle Thierry Metz, qui a écrit Journal d'un manœuvre. C'était un manœuvre, c'est donc le plus bas degré le plus bas grade sur un chantier. Et lui, il était manœuvre et il tenait un journal qui était un journal. En fait, c'est un journal autant qu'un recueil de poésie. Et c'est une écriture très très simple dans sa forme. Et cette simplicité-là, c'est l'occasion d'une très grande profondeur déjà. Donc il décrit sa journée et un rayon de soleil qui, dans le fond du chantier, est l'occasion presque d'un vertige existentiel. T'as un livre dans ta poche? Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu relis alors? Oui. Tu veux bien me dire?
Après, Proust, souvent j'abandonne et je reprends du début. Ce qui fait que là, je peux le relire. Et parfois, c'est une séquence que je relis, 50 fois. Il y a 10 pages que je relis mais de manière obsessionnelle pour en saisir toute la force, quoi. Et en ce moment, je bute, pas du tout pour une raison, pas parce que je comprends pas, au contraire, parce qu'à chaque fois que je relis cette séquence, je peux pas aller plus loin parce que j'ai envie de la relire pour presque la faire mienne. À chaque lecture, ça me laisse un sentiment qui s'enrichit. Et là, c'est le cas pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il y a une séquence que tu relis. Là, il y a une séquence, ça je le relis en ce moment tout le temps. Okay. Et j'arrive pas à aller plus loin. Ça me bouleverse à chaque fois. C'est une lectrice qui m'avait demandé à quel moment vous avez cessé d'être un enfant. Et là, Proust, sur ce texte-là, décrit exactement la fin sensible de l'enfance chez lui, quoi. Tu veux bien le lire ? Oui. Il soufflait un vent humide et doux. C'était un temps que je connaissais. J'eus la sensation et le pressentiment que le jour de l'an n'était pas un jour différent des autres, qu'il n'était pas le premier d'un monde nouveau, où j'aurais pu, avec une chance encore intacte, refaire la connaissance de Gilberte, comme au temps de la création, comme s'il n'existait pas encore de passé, comme si eussent été anéantis avec les indices qu'on aurait pu en tirer pour l'avenir, les déceptions qu'elle m'avait parfois causées. Un nouveau monde où rien ne subsista de l'ancien. Rien qu'une chose, mon désir que Gilberte m'aimât. Je compris que si mon cœur souhaitait ce renouvellement autour de lui, d'un univers qui ne l'avait pas satisfait, c'est que lui, mon cœur, n'avait pas changé. Et je me dis qu'il n'y avait pas de raison pour que celui de Gilberte eût changé davantage. Je sentis que cette nouvelle amitié, c'était la même. Comme ne sont pas séparées des autres par un fossé, les années nouvelles, que notre désir, sans pouvoir les atteindre et les modifier, recouvre à leur insu, d'un nom différent. J'avais beau dédier celle-ci à Gilberte, et comme on superpose une religion aux lois aveugles de la nature, essayer d'imprimer au jour de l'an l'idée particulière que je m'étais faite de lui, c'était en vain. Je sentais qu'il ne savait pas qu'on l'appelât le jour de l'an, qu'il finissait dans le crépuscule d'une façon qui ne m'était pas nouvelle, dans le vent doux qui soufflait autour de la colonne d'affiches, j'avais reconnu, j'avais senti reparaître la matière éternelle et commune, l'humidité familière, l'ignorante fluidité des anciens jours. Je revins à la maison, je venais de vivre le 1er janvier des hommes vieux, qui diffèrent ce jour-là des jeunes, non parce qu'on ne leur donne plus d'étrennes, mais parce qu'ils ne croient plus au nouvel an. Ouais. Pendant que ces moments où tu relis ces séquences-là, tu arrives à lire d'autres choses ? Non, il n'y a rien d'autre. Ça me bloque. Et en même temps, c'est un doux supplice. Hein. À chaque fois, c'est l'émerveillement. Donc, T'aimes ça, parler de tes lectures avec des personnes peut-être qui partagent cette passion oui, avec toi ? j'adore ça. Parler des livres. Ouais. Oui, alors j'ai même des étudiants. Je donne un petit cours à la fac à distance, et ils sont tous conviés dans mes délires de lecture. C'est-à-dire que moi, je donne pas cours. Je veux qu'on partage notre enthousiasme pour les lectures. Et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... Enfin, récemment, il y a un vers d'Akhmatova qui m'est parvenu alors que moi, j'étais au fond du trou. Plus rien ne me parvenait, la lumière ne me parvenait plus. Alors que je suis très très sensible au monde sensible. Je peux m'émouvoir d'un rien. Et là, il n'y avait plus rien de sensible qui venait. Et Akhmatova décrit un moment de souffrance dans sa vie qui est pleine d'adversité, pleine de elle a eu une vie très compliquée.
après avoir dépeint cette vie compliquée, avoir dit mais pourquoi moi je vis une telle souffrance, elle dit à moins que ce soit une lumière pour nous invisible, la souffrance même. Et quand rien de sensible ne nous parvient, le poétique est là comme une force extra-sensible qui nous ramène au sensible. Est-ce que l'objet livre a une importance pour toi ? Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'objet ? Déjà, très concrètement, je peux pas lire sur un écran. Okay. Et sinon, les livres, je trouve ça très beau, je respecte beaucoup l'objet. Mais les miens, non, c'est vrai que je les laisse... donc je les maltraite un peu. Et parce que... Tu les fais vivre ? Je les fais vivre. Et comme je marche beaucoup et que j'aime pas trop avoir des sacs, quand je peux ne pas avoir un sac, donc je mets souvent des poches dans ma poche. Et j'aime bien aussi les trimballer en voyage. Je perds très facilement les marque-pages. Ah oui, t'as pas de marque-page. Ouais, donc mon exercice, c'est de me rappeler du nombre. Je rapporte le numéro de la page. Okay. J'essaie de me trouver un moyen mnémotechnique et généralement j'y arrive pas, donc je suis obligé de reparcourir un peu le livre, ce qui est pas désagréable. Pour retrouver la page perdue. Je les note pas. Ça par contre. Et d'ailleurs j'aime pas trouver des notes non plus. Même un mot surligné, ça va beaucoup me gêner. Mais ça parasite très vite la lecture. Mais j'aime bien trouver des choses qui traînent, une fleur séchée, ou un vieux ticket de caisse ou un vieux ticket de métro laissé par quelqu'un. On a parlé de beaucoup de choses, je te remercie beaucoup. On va aborder la dernière partie de cet échange, qu'on a appelé très prosaïquement le passeport littéraire. Est-ce que tu es prêt, Thibaut ? Si tu étais un titre de livre ? C'est assez banal, mais je pense que je serais le titre de mon livre. Je me sens très proche de ce mot, l'entroubli, qui n'est pas un mot de moi, qui est un mot de François Villon, et qui consiste justement à oublier la notion du soi, la notion de l'individu. Je pense qu'on est des êtres changeants, que quand on est en train de contempler quelque chose, on est à la fois plus que jamais présent aux choses et en même temps absent, parce qu'on est absorbé, soit dans une lecture, soit dans un paysage, soit dans un regard. On n'est pas toujours présent à soi-même, on s'entroublit. Et donc si j'étais un titre, je serais cet entroubli comme un peu tout le monde, je pense. Si tu étais une héroïne ou un héros de roman, est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé incarner ou dont tu te sens proche ? Moi, je pense que Duras, quand elle écrit, elle m'a donné accès à ce que c'était que d'être une jeune femme en cochinchine. J'ai l'impression d'avoir été elle. Et j'ai l'impression d'avoir désiré l'homme qu'elle a désiré dans l'amant. J'ai vécu son érotisme depuis son corps, parce que c'est une écriture qui est charnelle. Et donc ce que je préfère en littérature, c'est vraiment être l'autre, voir le plus éloigné de soi. Donc on peut être l'autre sexe, l'autre époque. On vit l'altérité pleinement, quoi. Est-ce que tu te souviens d'un dernier chagrin de lecture ? Tu peux entendre le mot chagrin comme tu veux. Alors oui, j'ai lu Imre Kertész, Être sans destin. C'est un livre qui est complètement hors catégorie. Il décrit tous les camps de concentration qu'il a éprouvés lui aussi dans sa chair, adolescent. Les uns après les autres, il décrit ça sans emphase. Lui, il avait un problème avec Primo Levi, c'est vraiment l'anti-Primo Levi. Il ne romance pas du tout, il n'y a pas d'émotion, c'en est troublant. Il rend en fait la stupeur. Et c'est bouleversant parce que c'est neutre dans la forme et c'est en même temps une expérience humaine. J'en suis à jamais marqué. Je ne sais pas si ça relève de la blessure, mais c'est donné tellement sans aucune emphase, sans ce qu'on pourrait même appeler de la littérature. On a l'impression d'avoir vécu avec lui toute l'abjection qu'un être humain peut vivre. Et donc ça m'a plus que chagriné. Je sais, j'ai pas de mots, mais c'est un livre
qui est comme tous les livres géniaux, qui est au-dessus de la littérature. C'est plus de la littérature. Il donne à vivre une réalité humaine qui, là, pour le coup, laisse sans voix, quoi. T'aimes bien qu'on te recommande des lectures, qu'on t'offre des livres, que quelqu'un vienne à toi avec un texte en se disant tiens, ça m'a fait penser à toi? Oui, moi j'aime bien. T'aimes bien qu'on t'offre des livres? Oui, ça marche pas souvent parce que je dis que je suis un lecteur exigeant. Enfin, c'est pas que je suis pas, et c'est pas une exigence intentionnelle. Je suis un peu difficile. Il y a une phrase de Cioran qui m'amuse beaucoup. Et j'aime beaucoup Cioran pour ce genre de phrase. Il dit recevoir un livre, c'est vraiment insupportable. Les gens qui vous envoient des livres pénètrent chez vous par effraction. C'est plus que de l'impolitesse, c'est vraiment faire effraction dans une intimité. Maulepoix, le poète qui dit, Jean-Michel Maulepoix, il dit que la poésie c'est accomplir un partage de solitude. Donc oui, on en vient tout entre l'intime et l'universel, on est toujours là. Hein. En poésie ou en littérature. Il y a beaucoup de phrases qui t'accompagnent, de poètes, d'extraits, de poèmes ou de phrases. Peut-être pas beaucoup, c'est comme les livres que j'adore. C'est souvent les mêmes phrases qui reviennent et qui sont des phrases constitutives. Là, il y a une phrase que je me répète beaucoup et que je répéterai à tous les gens qui se sentent un peu à part et à qui on peut reprocher une singularité. Ça a été beaucoup mon cas dès l'adolescence. Et il y a une phrase de Char qui dit « Fais cortège à tes sources ». Et un peu plus loin, il dit « À te regarder, ils s'habitueront ». Et ça, je le dirais vraiment à tout le monde. C'est pas à toi de te conformer. Creuse ton sillon et à te regarder, ils s'habitueront. Quel est l'auteur ou l'autrice que tu aimerais rencontrer? Ah si, récemment, j'ai eu quelque chose. J'aime bien quelque chose. Avec Anna Akhmatova, pour y revenir. D'accord. C'est la première fois de ma vie, parce qu'elle est venue me sauver la vie. J'ai eu l'impression que ce vers, que je me suis ensuite répété pour remonter à la surface, m'a sauvé la vie. Donc j'ai été plein d'une gratitude, mais... Donc peut-être que mal armé, j'avais eu une vague envie de le voir, mais pas tellement, parce que j'ai l'impression de vivre avec. Mais Anna Akhmatova, j'avais envie de la voir même très âgée, même muette, pas forcément pour lui parler, pas forcément même pour l'entendre parce que je dispose de toute sa poésie, mais j'ai eu un grand chagrin qui s'est couplé à la grande joie et à la gratitude que j'avais pour elle, c'était de pas pouvoir la voir, quoi. Enfin, elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Si on voit par rapport à l'histoire humaine, on s'est pas loupé de beaucoup. J'aurais aimé respirer le même air que Anna Akhmatova. Ça change un monde, je pense. Tu penses que la littérature peut sauver la vie? Vraiment, tu l'as dit tout à l'heure? Que certains poèmes peuvent te sauver la vie? Oui, bien sûr, ouais. Ce qui peut sauver la vie dans la littérature, c'est cette part poétique. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Comme dit Duras, encore une fois, c'est vrai que je dis beaucoup de citations, mais elle dit que tout bon roman est un poème. Dans un roman qui a une vraie charge existentielle, une vraie implication existentielle, dans un bon roman, et parfois même dans un mauvais, il y a quelque chose qui peut venir, en tout cas, raviver. Je sais pas si ça sauve la vie, mais ça ravive. Et il n'y a même que ça, je pense. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, sans savoir qu'elle serait pour toi. C'est une question à l'inconnu. C'est Laura Ulonati qui était ma précédente invitée et qui te pose la question suivante. Qu'est-ce que ça te coûte d'écrire? Elle savait pas que c'était pour toi, mais je trouve qu'elle te va bien. On met tout en jeu. Enfin, moi, quand j'écris, j'ai l'impression de jouer ma vie ou de jouer vraiment beaucoup. Ça coûte énormément d'efforts. Je dis souvent que c'est une auto-persécution pour moi, l'écriture. Je me dis, c'est jamais à la hauteur. C'est des jours et des jours. Enfin, c'est âpre. C'est d'une âpreté. Ça coûte vraiment toute mon énergie. J'en viens vraiment à maudire ce que j'écris, et donc à me maudire moi, parce qu'il n'y a plus aucune... Et au bout d'un moment, ça tient. Et quand ça tient, c'est moi qui tiens. Et c'est moi qui tiens debout. En règle générale, c'est comme de vivre. Vivre, ça coûte à tout le monde.
Mais après, est-ce que ça vaut le coup ? C'est ça, et évidemment, oui. Évidemment, une fois que le texte tient debout en dehors de moi, donc pour en revenir au livre, c'est très concret. On a dans la main une part de sa vie qui n'est plus qui est une part de vie et qu'on peut poser en dehors. Mais après, voilà, ça débouche sur la seule vie vivable pour moi. Voilà, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Je ferai part de ta réponse. À ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi sans savoir qui il ou elle sera. Est-ce qu'écrire, c'est mettre à distance ? Ok. Est-ce qu'écrire, c'est mettre à distance ? Parce que poser dehors, c'est pas forcément mettre à distance. Il reste quelque chose en soi, je sais pas. Moi, j'aime bien poser une question à laquelle... c'est une question piège parce que je saurais pas y répondre. Ben c'est très bien, écoute, tu poserai la question et je te ferai part de sa réponse. J'ai une toute dernière question et après je te laisse tranquille. Est-ce que parmi des livres dont tu m'as parlé ou d'autres peut-être dont tu m'as pas encore parlé, il y en a un dont tu me conseillerais la lecture à moi personnellement? Si on vraiment lit ça, ça changera ton regard, ta vie. Le problème, c'est que je t'en ai déjà conseillé. Moi, c'est tout de suite ce qui me vient, c'est Thierry Metz. Eh ben, Thierry Metz. Mais le journal d'un manœuvre, c'est sublime de simplicité et de sensibilité. J'irai voir. Merci beaucoup, c'était super de t'écouter. Merci à toi. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Thibaut Delman. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et partagez-le avec d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, belle journée dans les livres.